Bonsoir, c'est l'heure de la politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr et en compagnie, comme chaque jeudi, de Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Alors aujourd'hui, l'Europe est traversée par les extrêmes, bousculant les partis de gouvernement, ceux qui affrontent la réalité. Cet extrémisme est divisé en deux, la gauche de la gauche et la droite de la droite. En Grèce, Tsipras triomphe en jonglant avec ses contradictions. En Espagne, Podemos, le cousin de Syriza, en Grèce, a créé la surprise. Et enfin, en Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn, un adepte de la gauche dure, un trotskiste à l'anglaise, a été élu à la tête du Parti travailliste, avalant tout cru les années Blair. Quant à la France, eh bien, l'extrême gauche ne fait ni fortune ni recette. Notre extrême à nous, c'est Marine Le Pen, préférée de très loin à Mélenchon. Alors, que veut dire cette émergence de la radicalité en Europe? Je vous propose d'en débattre avec nos invités. Je vous présente tout de suite Jean-Louis Bourlange. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Ancien député européen et prof à Sciences Po. Non, je ne suis plus prof. Ah je bon? suis à la retraite depuis écoutez, 15 jours. Très bien. Et Alain Bergougnou, donc bonsoir, vous êtes historien, spécialiste du PS, et vous êtes toujours prof à Sciences Po? Encore. Et puis Gérard Courtois, bonsoir, Bonsoir. éditorialiste au Monde. Donc avant d'en parler, petit manuel de la radicalité en Europe pour vous rafraîchir la mémoire avec Laure Wagner. Voici celui qui a fait trembler l'Europe. Alexis Tsipras, ou le nouveau visage de la gauche radicale. Un mois après avoir démissionné, le chef du parti Syriza a été réélu ce dimanche avec une large majorité, contredisant tous les sondages. Néanmoins, sa victoire n'est pas totale, car il n'obtient pas la majorité absolue et doit de nouveau gouverner avec ANEL, le parti de la droite souverainiste ouvertement antisémite. Une alliance contre nature pour le président du Parlement européen, Martin Schulz. Pourquoi il maintient la coalition avec ce parti étrange ANEL, ce mandat renouvelé avec ce parti de l'extrême droite, ce parti populiste, ça je ne comprends pas. Victoire et déception, car l'abstention a atteint un niveau record à 45%, soit 9 points de plus qu'en janvier. De nombreux défis attendent Alexis Tsipras, à commencer par l'application des mesures d'austérité demandées par Bruxelles en échange du 3e plan d'aide à la Grèce. Des mesures qui ne font pas l'unanimité chez ses premiers supporters qui l'accusent d'avoir renié ses promesses. En Espagne, le parti Podemos est issu du mouvement des indignés de la Puerta del Sol. Son leader Pablo Iglesias veut convertir l'indignation en changement politique. Il appelle les classes populaires à se mobiliser après des années de crise. Son credo, lutter contre l'austérité et les coupes budgétaires, avec des propositions similaires à celles de Syriza. Le parti, créé en janvier 2014, a fait une percée remarquable lors des dernières élections municipales en mai dernier. Son succès, il le doit à 3 facteurs principaux. Un vote économique, parce que la situation économique des Espagnols était difficile. C'est aussi un vote contestataire, puisqu'il y a eu un mouvement contestataire de la classe politique, avec un besoin, une envie de renouveau. Et c'est aussi une méthode. Une méthode, pourquoi? Parce que Pablo Iglesias a su parler différemment au peuple et sorti du clivage gauche-droite pour opposer la démocratie à l'élite. Pablo Iglesias s'affiche régulièrement avec son ami Alexis Tsipras. Mais depuis cet été, il tente de se distinguer de sa politique vis-à-vis de Bruxelles. Dans son viseur, les prochaines élections générales de décembre. Il espère se poser en arbitre en renvoyant dos à dos conservateurs et socialistes. Jeremy Corbyn elected as leader of the Labour Party. Lui a décidé de percer à l'intérieur du parti. À 66 ans, Jeremy Corbyn est le nouveau chef du Parti travailliste britannique. Nous avons montré que notre parti et notre mouvement étaient passionnés, démocratiques, divers, unis et absolument déterminés dans notre quête pour une meilleure société, ce qui est possible pour tous. Son programme, à gauche toute, ressemble à s'y méprendre à celui des années 70. Renationalisation, désarmement nucléaire, prise de distance avec la politique étrangère américaine et avec l'Union européenne. Un pied de nez à Tony Blair et à la social-démocratie. C'est à gauche que Corbyn compte challenger le Premier ministre conservateur David Cameron en 2020. Et le match a déjà commencé au Parlement britannique.
Donc on l'a vu, 3 extrêmes gauches, pas à mettre toutes dans le même panier, bien évidemment, bien différentes, on l'a vu, mais avec le même constat, dans le fond, l'échec des partis traditionnels, des partis de gouvernement et de la social-démocratie. Jean-Marie, comment, on va faire un petit tour de table déjà, comment expliquer cette émergence de la radicalité d'extrême gauche en Europe? Est-ce que c'est dû de plus en plus aux inégalités sociales qui sont croissantes? C'est sûrement un facteur, mais je pense que d'abord, il n'y a pas d'exemple en Europe d'un incendie idéologique qui est pris quelque part et qui n'enflamme pas tout le continent, tout le vieux continent. Donc c'est à nouveau ce qui est en train de se produire avec des formes diverses. Et le point commun de tout cela, c'est quand même la peur. C'est la peur qui gouverne aujourd'hui une partie de nos opinions. Peur de la mondialisation, peur de la Chine, peur des réfugiés, peur de tous les basculements qui sont à l'œuvre aujourd'hui, basculement stratégique vers l'Asie-Pacifique, basculement militaire, basculement démographique, basculement écologique avec la question du climat. Donc tout cela génère un sentiment de peur qu'un certain nombre de partis exploitent, qu'ils soient à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, parce que c'est assez confortable de s'installer là-dessus, de dénoncer cela sans trop se salir les mains. Vous êtes d'accord, Jean-Louis ou Alain Bergogneau? Alain, peut-être Oui. Je crois qu'effectivement, l'Europe, et pas simplement l'Europe d'ailleurs, est travaillée par des phénomènes de radicalité, mais difficile d'établir une loi, mais je crois qu'il y a quand même un constat que l'on peut faire et qui répond en partie à votre question. C'est-à-dire là où la radicalité de gauche à gauche est forte, ce sont quand même les pays qui ont connu les politiques d'austérité les plus fortes, les plus dures. Et qui ont connu les politiques de droite aussi, en Espagne, avec le franquisme, la Grèce, oui, bien sûr, mais la politique menée par les conservateurs britanniques, par Cameron, était une politique vraiment austéritaire. 500 000 postes de fonctionnaires en moins. On n'en parle pas, là, on le fait, de ce point de vue. Et donc, c'est là que quand même on voit Grèce, Espagne, donc Angleterre, on verra au Portugal, qu'il y a des... Par contre, dans les pays où les politiques austéritaires ont été malgré tout modérées, la radicalité est plutôt à l'extrême droite et sur des questions identitaires. Non pas qu'il n'y ait pas de problème économique et social. Donc je crois que ça, c'est un point qui mérite discussion et dans un contexte travaillé par la radicalité. Ensuite, on sera peut-être un deuxième temps de la discussion. La radicalité à gauche est hétérogène. On a des mouvements de nature différents et ça méritera ensuite peut-être une autre explicitation. Cette radicalité... Deux observations par rapport à ce qu'a dit d'une part Alain Bergogneau. Je crois qu'il faut mettre assez à part le cas britannique. Oui. D'abord parce que Cameron vient de gagner les élections, que le Royaume-Uni est en situation prospère sur le plan économique, avec des déséquilibres, tout un tas de choses. Mais globalement, je ne pense pas que l'élection de M. Corbyn traduise en réalité un mouvement de fond de la société britannique. Je crois que c'est une manœuvre politique extrêmement réussie, due d'ailleurs à la sottise des députés travaillistes qui avaient le pouvoir de bloquer la nomination de Corbyn, la participation de Corbyn à l'élection, et qui ont dit « Oh, cette sélection de leader, ça va être ennuyeux, ça va pas être fun. Donc on va le laisser passer, et il fera comme ça un petit numéro, ça mettra un peu de buzz dans le truc. » Le buzz, c'est que 500 000 électeurs, alors 500 000 électeurs, c'est à la fois très significatif de toute cette frange de jeunes un peu précaires, etc., qui ne seront pas à l'aise dans la société britannique, et en même temps, c'est pas pleinement représentatif des masses dominantes de la société britannique. D'où le fait que ça va être un véritable calvaire pour Corbyn de diriger ce parti, avec une opposition massive de tous les parlementaires et une ligne politique globale du parti qui n'est pas du tout la sienne. Donc je crois qu'il y a un effet d'anomalie. En revanche, c'est tout à fait vrai qu'il y a quelque chose de profond dans les pays, notamment les pays du Sud, que ce soit la Grèce, l'Espagne ou d'autres. Et là, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Marie sur la peur, mais je crois qu'il faut aussi faire une analyse de gauche, enfin, sur la précarité. Je crois que vous parliez de crise exogène aussi dans le Figaro. Oui, c'est l'afflux des réfugiés. Non, mais ça Jean-Marie l'a bien ciblé. Il y a tout un ensemble de choses. Mais il y a quand même que la société actuelle, pour des raisons très profondes et qu'on ne va pas abolir avec un coup de baguette magique, il y a une crise du salariat.
il y a une crise du salariat, il y a une précarité générale, il y a une réduction il y a une augmentation des inégalités, et il y a un blocage très difficile pour les jeunes. Quand on finit ses études, on ne passe pas directement ou facilement à l'emploi. Tout ça, c'est très lourd, très dur, et ça explique des mouvements protestataires, mais nous allons le voir peut-être tout à l'heure, des mouvements protestataires qui ont beaucoup de mal à se transformer en une offre gouvernementale crédible. On va en parler. Peut-être Gérard, une autre facette ou une autre manière de prendre le problème, je pense qu'il y a la dimension proprement européenne de tout ça. C'est-à-dire que l'Europe a été depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, une utopie nécessaire pour la gauche française ou pour les gauches européennes. C'était le mode de régulation de la mondialisation, de la crise climatique. Et il n'y en avait pas d'autre possible. C'était la bonne échelle pour aborder ces problèmes-là. Et donc, c'était un horizon prometteur pour la gauche. C'était une utopie qui remplaçait l'utopie sociale de changer la vie et changer la société. Depuis 10 ans, alors on l'a bien vu au moment du référendum, mais on le voit depuis 10 ans partout, l'Europe est en train de devenir non plus une utopie prometteuse et mobilisatrice, mais un repoussoir. Une utopie impuissante. Non, pas impuissante. Et donc, du coup, elle produit cette espèce de mouvement totalement centrifuge. Elle conduit une partie des gauches européennes à se recentrer. On le voit en Italie, on le voit en Allemagne, on le voit en France. Et une autre partie à se décentrer, se déporter vers la gauche. En Espagne, on l'a dit. Alors, la Grèce, elle a fait les deux en quelques mois. Elle a fait les deux expériences. Le décentrage, puis le recentrage. La confrontation est au réel. Gérard, sur l'Europe, la Grèce est intéressante parce qu'il n'y a pas de salut hors d'Europe. Et Tsipras en a administré la preuve magistralement. Il n'y a pas de salut hors d'Europe, et on peut d'ailleurs conserver et gagner les élections dans ce jeu de grand écart qu'il a fait, puisqu'il a à peu près fait le contraire de ce pourquoi il avait été élu. Mais sur l'Europe transformée en utopie négative, je pense que la responsabilité alors de tous les gouvernements est engagée, principalement. Comme le dit Matteo Renzi fort justement, arrêtons de dénoncer l'Europe. L'Europe, c'est nous. C'est-à-dire, c'est nous, les gouvernements, qui faisons ou qui ne faisons pas. Mais elle tarde tout le temps à se mettre d'accord. On l'a vu sur les réfugiés, sur la crise. Mais l'Europe fait son travail. J'entends bien. Les gouvernements, moins, où les gouvernements s'abritent derrière l'Europe. C'est eux qui prennent ou ne prennent pas les bonnes décisions. Mais les institutions européennes en tant que telles fonctionnent. Regardez la Banque centrale. La Banque centrale européenne a sauvé nos pays d'une crise beaucoup plus profonde et a relancé la machine. C'est la seule institution fédérale en Europe. Petite parenthèse. Oui, je crois que c'est un point, on reviendra sur d'autres aspects, notamment sur l'Angleterre, ça mérite ce qui a été dit d'être affiné, mais sur la question européenne est tout à fait importante, parce que en fait les différents partis socialistes, sociodémocrates et travaillistes européens se sont ralliés à la perspective européenne, dans l'idée de trouver en Europe les moyens qui manquaient au niveau national. Et on voit comment le processus s'est fait des années 80 aux années 90. Or, au-delà de ce qui a été dit et qui est juste, le réformisme est difficile en Europe parce que d'abord ce sont quand même les États qui ont le mot, c'est très difficile de réunir des consensus, c'est long et idéologiquement la gauche a quand même perdu la bataille. Non, Blair et Schröder se sont ralliés pour l'essentiel au libéralisme. Ils ont réformé leur pays. Oui, ils ont réformé leur pays, mais on voit que c'était quand même un couvercle en Angleterre et que ça n'a pas du tout éradiqué la vieille culture travailliste. Donc le problème européen, c'est que aujourd'hui, la gauche européenne est divisée sur cette question. Elle n'a pas trouvé les moyens d'articuler politique nationale et politique européenne efficace. Et c'est ça le défi aujourd'hui fondamental, parce qu'en Europe, par les mécanismes de l'Europe, par la Commission, le Parlement, le rôle des États, et vu le rapport de force, il est très difficile d'avoir des politiques qui sont des politiques de croissance, des politiques d'investissement, des politiques anti-austérité. Et ça, c'est quand même un défi majeur pour la gauche. Et comme le temps passe, c'est ressenti difficilement par une partie de l'électorat, et c'est évident.
Jean-Louis, vous lire? Oui, moi, d'abord, je crois que la crise européenne est beaucoup plus ancienne que ce qu'a dit Gérard. La crise européenne, la fin du Parti européen, c'est très clair. C'est le milieu des années 90. Depuis 20 ans, l'Europe est dirigée par des gens qui n'y croient pas. Que ce soit Schröder qui l'a dit, Chirac, bien sûr, Berlusconi, Aznar, et puis d'autres dirigeants, les dirigeants européens. Donc depuis 20 ans, on a des gens qui assument un projet, enfin qui assument, ils n'assument pas justement, qui continuent un projet européen, l'euro, etc., sans donner... ni en matière de politique étrangère, ni en matière de politique militaire, ni en matière de politique économique, sans créer les conditions d'une véritable action européenne. Et c'est ça, la grande contradiction. Alors on dit, on s'en prend à l'Europe. Effectivement, l'Europe, c'est pas une entité, c'est comme une copropriété, si vous voulez. Ce qui compte, c'est les différents copropriétaires. Vous écrivez, je peux vous citer? Ah oui, vous pouvez me citer. Je vous cite dans le Figaro. Flatté, a priori. Le point donc l'Europe, vous dites, nous sommes devenus pas très généreux, pas très rigoureux, pas très ambitieux, et nous sommes un continent fatigué. Oui, c'est pas très optimiste, Jean-Louis. Non, mais c'est un constat. C'est un peu une façon de dire autrement ce que suggérait Jean-Marie. C'est-à-dire que c'est nous. L'Europe, c'est chacun d'entre nous, ce sont nos gouvernements, nos États, et on voit bien que les héros sont fatigués, qui n'ont pas envie de faire grand-chose. Alors ils le font, de temps en temps, il y a quelqu'un comme Angela Merkel qui dit « Allez, il faut se remuer, il faut quand même être un peu généreux, fidèle à nos valeurs », et puis ça s'essouffle très vite. Nous sommes sortis de l'histoire au moment de la Seconde Guerre mondiale, ensuite on a prospéré à l'abri du bouclier américain. Depuis le milieu des années 90, on est un peu seul et on n'assume ni les responsabilités de la puissance, ni les responsabilités de la solidarité. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'extrême gauche, et je finis juste avec ça, c'est que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, l'Europe, c'est pas vraiment un choix, c'est une nécessité. Et donc, il me semble que par rapport aux origines de la construction européenne, on a changé les signes. Dans les années 50-60, l'Europe, pour parler comme Freud, c'était le principe de plaisir. Et les États, c'était le principe de réalité. Le général de Gaulle, les États sont les États, etc. Et maintenant, c'est l'inverse. Le principe de plaisir, c'est le souverainisme. Ah, si on était seul, si on pouvait faire ce qu'on voulait, etc. Et puis, la réalité de l'histoire s'abat sur Tsipras, s'abat sur tout le monde, et on n'en sort pas. Et M. Iglesias de Podemos dit « Ouh là là, je ne serai pas tout à fait différent de Tsipras. » Oui, mais il dit « Je n'en ferai pas, je ne vais pas tout casser, je ne vais pas tout casser. » Parce qu'il le danger. C'est la fin de cette première partie. On va rester freudien, je vous le promets, dans cette seconde partie, puisqu'on parlera justement de la confrontation entre l'idéal et le réel. Vous allez voir, ça paraît très intello comme ça, mais c'est très facile. À tout de suite. Billet retour. L'un des plus beaux lagons au monde. Une faune et une flore luxuriantes. Bienvenue à Mayotte, 101e département français depuis 2011. D'ici 10 ans, l'île doit abandonner ses us et coutumes pour se calquer sur le droit européen. Des changements qui ne sont pas sans conséquences sur le quotidien des Mahorais, qui ne s'y étaient pas forcément préparés. Tout comme à l'afflux incessant de migrants des îles voisines, pour qui Mayotte fait figure d'Eldorado. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.